Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je m'appelle Amandine Berton-Schmidt, je suis chargée de mission éducation au Centre Hubertine Auclair. Le Centre Hubertine Auclair, c'est le centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. On est un organisme associé du Conseil régional d'Île-de-France et notre mission, c'est d'accompagner toute personne, toute structure qui a un projet en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et plus spécifiquement, on va apporter un appui aux associations, aux collectivités locales, aux établissements scolaires, aux syndicats. Et donc vous pourrez retrouver beaucoup d'informations et de ressources sur notre site internet. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre autour du thème « Écoféminisme quand les femmes défendent la planète ». Donc, comme l'a dit Anne Grange, nous procéderons en 2 temps, à un temps d'échange avec nos 3 intervenantes que je remercie d'ores et déjà, suivi de la projection du film Erin Brockovich, « Seule contre tous ». Nous nous poserons plusieurs questions ce soir. La première sera celle de la définition de l'écoféminisme ou des écoféminismes au pluriel. Il s'agira d'essayer de comprendre l'articulation entre oppression des femmes et destruction de la nature, ou si nous voulions le tourner de manière plus positive, de s'interroger sur l'articulation entre les luttes féministes et les luttes en faveur de la défense de l'environnement. Je précise d'emblée, qu'on ne soit pas surprise et surpris, qu'il s'agira bien évidemment de réfuter l'association simpliste nature égale femme, donc défense de la nature égale combat féminin, qui, je pense, nous empêche de penser l'écoféminisme dans toute sa complexité et qui dilue grandement la dimension politique de ce mouvement, de ces mouvements. On y reviendra. Notre discussion, je l'espère, sera également l'occasion de lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'histoire et dans l'histoire de la pensée, puisque nous essayerons de mettre en lumière différentes penseuses, poétesses, scientifiques, femmes politiques qui ont eu à cœur de défendre des idées, des points de vue, des visions écoféministes. Il s'agira peut-être aussi de lutter contre les stéréotypes en se réappropriant par exemple la figure de la sorcière, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Il s'agira enfin d'être au cœur des questionnements les plus contemporains, alors même que la COP23 s'est tenue à Bonn il y a quelques semaines et a adopté un plan d'action genre et changement climatique. Ce plan d'action est le fruit de multiples mobilisations, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je citerai simplement en introduction le plaidoyer Femmes et Climat qui avait été publié par le Haut Conseil à l'égalité et l'ensemble de ses partenaires à l'occasion de la COP de Paris. Et l'objectif de ce plaidoyer était de favoriser la prise en compte des femmes et de leurs actions dans les solutions apportées au changement climatique. Donc selon ce plaidoyer, le dérèglement climatique affecte plus sévèrement les personnes les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre et celles qui disposent des capacités les plus limitées pour s'y adapter. La majorité des pauvres sont des femmes, elles représentent 70% des 1,2 milliard de personnes qui ont un revenu inférieur à $1 par jour. Les femmes, en raison des rôles socio-spécifiques qui leur sont assignés par nos sociétés et des discriminations auxquelles elles doivent faire face, sont doublement impactées par le dérèglement climatique. Alors qu'elles sont à l'origine de 60% à 80% de la production alimentaire dans les pays en développement, elles ne détiennent que 10 à 20% des titres fonciers. En effet, être une femme aggrave la vulnérabilité au choc climatique, aux modifications de l'environnement et de l'économie, particulièrement au milieu rural, où les moyens de subsistance des femmes et de leurs familles dépendent en grande partie des ressources naturelles fortement tributaires des aléas climatiques. Mais j'ajoute que les femmes, et c'est ce que nous allons bien évidemment montrer lors de cette table ronde, sont des actrices de la lutte contre le dérèglement climatique, et cette lutte sera d'autant plus efficace si elle va de pair avec l'autonomisation des femmes et l'exercice effectif de leurs droits. Donc pour aborder ces différentes questions que j'ai esquissées à l'instant, je vais donner la parole bien évidemment à nos invités et je les remercie de leur présence et elles vont nous éclairer avant la projection. Donc autour de cette table, en partant de la gauche, de la droite pour vous, Émilie H. Donc Émilie H, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre en philosophie. Vos recherches portent sur les questions écologiques et la philosophie pragmatique. Vous avez préfacé en 2015 la réédition de Starhawk, Rêver l'obscur, aux éditions Cambourakis, et édité toujours aux éditions Cambourakis une anthologie de textes écoféministes qui s'appelle Reclaim, que je vous présente ici et on y reviendra par la suite. Vous travaillez aujourd'hui à l'élaboration d'une lecture écoféministe contemporaine de la mutation écologique à laquelle nous sommes désormais confrontés.
Sur votre droite, Pascale Derme. Pascale, vous êtes autrice, journaliste, réalisatrice spécialisée dans les questions de nature, écologie, environnement depuis une vingtaine d'années. Vous avez publié cette année aux éditions La Mer Salée, que je vais vous montrer ici, Sœurs en écologie, qui retrace les liens entre les femmes et la nature et propose de multiples rôles modèles, on y reviendra aussi, de femmes qui ont noué un lien particulier avec la nature depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Et je vous cite, il s'agit pour vous, à travers cet ouvrage, de déconstruire le lien essentialiste femme égale nature pour reconstruire l'équation au pluriel. Et enfin, à ma gauche, Fanny Petitbon. Vous êtes responsable de plaidoyer pour l'ONG Care France, qui mène des projets de développement et de réponse aux urgences dans 32 pays. Vous suivez les négociations internationales sur le climat depuis 2014, particulièrement sur les enjeux d'adaptation, pertes et dommages, droits humains et genre. Et par ailleurs, vous co-animez le groupe de travail Genre et Climat de la plateforme Genre et Développement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc je précise, avant de nous lancer dans la discussion, qu'il y aura bien évidemment un temps d'échange et de questions avec vous à l'issue des échanges que nous allons avoir tout de suite. Donc pour commencer, je me tourne vers vous, Émilie H. Et pour entamer la discussion, il me semble important de revenir sur la définition des termes. Vous précisez, il me semble, que l'écoféminisme n'est pas un féminisme écologique et c'est pas non plus une défense de l'environnement féministe. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Alors c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est une longue histoire par laquelle, je vais juste répondre rapidement pour éclaircir puisqu'on vient de commencer par là, mais c'est pas. Disons que c'est précisément parce que, notamment en France, mais pas qu'en France, l'écoféminisme pendant longtemps a une mauvaise réputation, que la difficulté de se réintéresser à ces questions sans être immédiatement soi-même éclaboussé par toute la réputation qu'on lui prêtait, a amené une partie des personnes qui s'y intéressaient à un moment donné à ne même plus oser utiliser le terme d'écoféminisme et dire non, c'est pas de l'écoféminisme, tout le monde sait que c'est pas bien, mais moi je fais du féminisme écologique ou de l'écologie féministe. Donc c'est certainement pas moi qui fais ça. Voilà. Mais je ferme la parenthèse. Donc maintenant, on peut peut-être... Maintenant qu'on sait ce que ça n'est pas, enfin, qu'est-ce que c'est ? dire c'est pas un problème en tant que tel ces termes-là, mais disons que si c'est intéressant aussi de raconter ces histoires-là, parce que de fait, on en est encore aujourd'hui, mais j'espère que ce sera bientôt plus le cas. Systématiquement, c'est ce que vous venez de faire. Je ne vous porte pas du tout le... Mais voilà, ce qu'on fait encore maintenant, à chaque fois qu'on commence par présenter l'écoféminisme, en tout cas en France, par dire attention, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'essentialisme. Voilà. Donc je souhaite et j'espère, mais j'en suis même assez persuadée. Je m'inscris dans une grande traduction du féminisme matérialiste, bien malgré moi. Non, mais aucun problème. Mais voilà, je pense qu'on en sortira un jour, et je pense que ce jour approche. Donc, alors, pour le dire, pour introduire peut-être de la manière la plus simple possible cette affaire d'écoféminisme, on pourrait répondre, il me semble, de deux façons à cette question de savoir ce que c'est. La première façon serait on va dire, d'un point de vue historique, concrètement, d'un point de vue d'histoire des idées, à quoi a correspondu cette histoire, ce mot, ce terme d'écoféminisme. Il a correspondu, donc, ça serait ma première réponse, à un mouvement, au grand mouvement, qui n'est pas très bien connu en France, antinucléaire, principalement américain, mais plus largement anglo-saxon, qui s'est mobilisé à la fin des années 70 et pendant toute la décennie des années 80 en réponse à la menace que j'imagine tout le monde connaît, mais certains se souviennent encore peut-être, qu'on a connue dans le monde de guerre nucléaire entre l'ex-URSS et les États-Unis. C'est vraiment une mobilisation qui s'est très fortement engagée à la suite de cette menace qui était complètement folle, et qui par ailleurs a été jonchée d'étapes différentes, dont l'accident nucléaire de 3 Mile Island en 1979 aux États-Unis, qui évidemment n'a fait que renforcer la légitimité de ce mouvement-là. Donc, je dirais que peut-être la première forme de réponse, c'est de se rappeler que l'écoféminisme est né à l'intérieur d'un mouvement antinucléaire qui lui-même en fait a hérité finalement des mouvements à la fois écologistes,
féministe et anti-guerre des années 60-70 aux États-Unis, qui n'était pas nécessairement, au tout début en tout cas, exclusivement portée par des femmes, même si c'était essentiellement des femmes qui en faisaient partie dès le départ, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir tout de suite. Mais peut-être que, mais c'est devenu de fait un mouvement qui est devenu un mouvement féminin, en tout cas composé exclusivement pour la majeure partie de femmes, parce que, je vous le disais, que ce mouvement a duré plus d'une décennie, en tout cas une décennie entière, et souvent a pris la forme d'occupation de sites, voire de camps qui sont restés pendant des semaines, des mois, voire des années, à côté de sites de construction de centrales nucléaires ou de recherche sur le nucléaire. Et dans ces endroits-là, à un moment donné, la plupart de ces endroits-là sont devenus en non-mixité. Voilà. On choisit d'être en non-mixité pour toutes les raisons féministes classiques que l'on connaît, de savoir qu'on ne parle pas de la même façon dans un espace lorsqu'il y a des hommes et il y a des femmes ou il n'y a que des femmes, dans la volonté, peut-être de manière simplement temporaire, au cours de ces mobilisations, de pouvoir expérimenter d'autres formes politiques que des formes dans lesquelles il y aurait aussi des hommes qui prendraient toujours la parole, qui choisiraient tel mode, etc. etc. Bon. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle aussi ce mouvement écoféministe était un mouvement de femmes. La deuxième réponse, l'une va avec l'autre, c'est pas l'une contre l'autre, pour moi elle s'ajoute pour répondre à cette question de savoir qu'est-ce que l'écoféminisme. Disons que on peut lui donner un sens beaucoup plus large, qui est celui de désigner finalement l'ensemble des mouvements environnementaux qui ont existé depuis au moins les années 80, enfin depuis même bien avant, enfin depuis les années au moins 70, même si bon. Et qui se composent principalement de femmes, de fait. Que ce soit ce mouvement antinucléaire américain et puis un petit peu aussi anglo-saxon, que ce soit le mouvement dont je crois Pascal Lerme voulait parler aussi, le mouvement Chipko en Inde, qui est un mouvement de femmes qui se sont battues contre la déforestation des territoires sur lesquels elles habitaient, que ce soit des mouvements aujourd'hui au Guatemala de femmes indigènes qui parlent de corps-territoire et de territoire-terre, que ce soit... Enfin, voilà. Donc il y a plein de mouvements... Enfin, ce terme pour moi désignerait aujourd'hui, au-delà de l'inscription, enfin, de son origine historique, l'ensemble de ces mouvements environnementaux, d'activisme environnementaux qui se composent quasiment exclusivement de femmes. Et deuxième chose, qui réfléchissent, qui font le lien entre ce que vous annonciez, enfin ce que vous présentiez en commençant, entre cette destruction de la nature massive qui est le fait du capitalisme depuis son départ, et la violence faite aux femmes dans ces mêmes sociétés capitalistes, et qui s'intéresse à la fois, on va dire, aux justifications qui sont régulièrement apportées depuis des siècles, en fait, pour dévaloriser, désacraliser, inférioriser, détruire cette nature au motif qu'elle serait féminine, et inversement, des justifications apportées au fait de considérer qu'on va exclure les femmes de la vie publique, qu'on va évidemment les exclure de toute forme de responsabilité vis-à-vis de leur propre corps, qu'on va les exclure, enfin bon, d'à peu près de tout ce qui... qu'on va justifier, cette division sexuelle du travail dans laquelle on a été pendant très longtemps. On mettait les femmes au foyer et avait pour seul motif d'être des machines à reproduire la force du travail, etc. Au motif aussi qu'elles seraient... du côté de la nature, c'est-à-dire stupide, émotive, inférieure, etc., etc. Donc elle s'intéresse à cette articulation théorique, idéologique qui existe au moins depuis le début du capitalisme, et puis aux différentes formes que cette articulation a pu prendre au cours de l'histoire. En vous entendant, d'ailleurs, j'aurais presque envie de vous demander si actuellement, puisqu'on voit un certain nombre de positions politiques très fortes négociations climatiques, si je puis dire. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les mouvements anti-écologiques et les mouvements anti-féministes? Est-ce que, justement, en pensant à Trump, bien évidemment, en disant, est-ce que dans ces positions extrêmement valorisées actuellement, et qui ont une aura particulière, est-ce qu'on peut faire le lien, justement, entre l'antiféminisme et ces positions anti-écologistes? Oui, certainement. Après, faut toujours prendre, je trouve, son temps pour bien analyser les choses et recontextualiser, rehistoriser, etc.
mais de manière extrêmement rapide et donc voilà, assez prudente. Bon, enfin, en tout cas, prenez ça pas pour argent comptant. On peut retrouver effectivement les mêmes arguments, mais inversés, à savoir enfin, toute la virilité qui peut être dans le discours. Bon, vous citiez Trump, mais c'est pas le seul dans ce rapport à cette nature qu'on ne peut que évidemment utiliser, je veux dire, je trouve pas le terme, mais enfin, pomper, enfin, utiliser, être dans un rapport simplement voilà, d'exploitation, etc. Parce que de fait, ça relève, ce n'est qu'un objet, c'est pas vivant, c'est pas, on n'est pas dans des liens ni sensibles, ni intellectuels, ni sacrés, ni rien du tout. Rejoignent effectivement des types de discours et de pratiques et de comportements que l'on peut avoir à l'égard des femmes en les réifiant, etc. etc. Oui. Est-ce qu'on peut probablement enchaîner? Je vais probablement encore insister, mais il me semble que justement c'est vraiment une idée reçue et que le féminisme français est probablement plus enclin que les autres à être en rupture avec justement cette vision. Voilà, il ne s'agit surtout pas, voilà, pour nous l'écoféminisme encore il y a quelques années, vous savez, c'était le fameux texte d'Elisabeth Badinter qui disait écologie égale couche lavable. Donc il y a un certain nombre d'idées reçues à déconstruire et il me semble important qu'on le fasse ici. Tout à fait, on y est encore. On y est encore, les femmes égale écologie égale couche lavable. Moi, je n'avais jamais appliqué de critères de genre pendant 20 ans d'écologie, de sujets sur l'environnement et la nature. Et un jour, j'ai fait une recherche femmes, écologie, nature dans l'encyclopédie universaliste. Je la raconte souvent parce que c'est le point de départ de ce livre. Et je suis tombée sur le premier item qui était Rousseau, qui n'est pas une femme, mais qui aimait la nature, certes. Le deuxième item qui était reproduction. Et qui est un grand féministe. Et qui adorait les femmes et prônait leur éducation, tout le monde le sait. Le deuxième item étant reproduction. Donc ça nous renvoie éternellement à ce mythe de la femme la reproductrice, finalement, la génitrice. Et le troisième item a été mycose. Donc voilà. Voilà comment, où était Anita Conti, où était Rachel Carson, où était Vandana Shiva, où étaient toutes ces femmes qui avaient pensé, réfléchi et agi en faveur de la nature. Franchement, ça m'a choquée. Ça a été le point de départ de ce livre que j'ai mis, de cette enquête de 2-3 ans d'enquête, dans le sens où, moi, l'essentialisme, il m'est tombé dessus. Je n'étais ni féministe, ni consciente de toutes ces questions-là, mais j'ai entrepris de déconstruire femme égale nature. Et pour cela, j'ai dû remonter aux sources. Et en fait, aux sources de cette équation, dans la salle, vous le savez sans doute, on a cette identification, Émilie le rappelait, à la matière versus la culture. Donc nous étions la matière, la nature, ça renvoyait encore plus loin à la grande déesse de la fertilité du Paléolithique, à ce mythe de la reproduction de la Terre. Nous étions identifiés à la nature, nous ne pouvions pas être identifiés à la culture. Et dans la hiérarchisation des deux items, bien sûr, la culture, l'esprit qui façonne et qui donne l'élan était masculin. Donc c'est ce qui nous a valu, comme l'a dit Émilie, un discrédit, un éloignement, un empêchement de s'éduquer, d'avoir le droit de vote. Voilà. Donc toute cette métaphysique nous a oui, la maison grecque était un lieu de confinement. Oui, Domus était un confinement. Nous ne pouvions pas voter. Nous étions impurs. Nous étions au contact de la vie et de la mort. Nous ne pouvions pas voter. Les étrangers non plus, d'ailleurs. Enfin, les métèques à l'époque, ils appelaient. Voilà. Donc tout ça, c'était particulièrement. Alors, est-ce que les féministes avaient pensé ce lien femme-nature autrement? Pas vraiment. Et elle résonnait sur les mêmes termes que la pensée grecque d'il y a 2000 ans. C'est ce qui m'a choquée, parce que moi, j'observais au cours de mes reportages et au cours on y reviendra, de la lutte et la présence des femmes sur les manifestations, sur le terrain, pour œuvrer contre les bouleversements climatiques, beaucoup de femmes, mais ça n'était pas parce qu'elles étaient une essence intemporelle de femmes, elles étaient là parce qu'elles avaient une expérience, parce qu'elles avaient un message, parce qu'elles apportaient une action. Et moi, j'ai entrepris de contextualiser, de temporaliser et d'inscrire l'expérience de ces femmes dans la nature dans des contextes particuliers. Donc, me désembourber de cet essentialisme, me libérer de ce carcan-là. Et ce dont je me suis rendu compte, on y reviendra peut-être, c'est que de l'Inde à l'Afrique, il y avait une expérience de ces femmes qui était fondée sur des principes d'interdépendance, de conscience d'interdépendance, de care, c'est-à-dire de volonté de soin, qui est féministe, qui n'est pas féminin,
et de temps long. Et donc j'ai rencontré des scientifiques, des économistes, des femmes qui innovent et qui vont de l'avant, qui réinventent l'économie, le droit, avec ces notions-là d'interdépendance, de care, de temps long. Voilà, on peut en citer quelques-unes, mais ça a été un petit peu la façon que j'ai eue de désembourber et de faire femme plus nature, une équation plurielle. Voilà. Et alors pour faire le lien avec les enjeux plus contemporains que Fanny Petitbon va nous présenter, j'avais envie aussi de vous poser à toutes les trois la question des liens. Est-ce qu'ils existent entre mouvement au pluriel écoféministe et mouvement féministe? Qu'en est-il aujourd'hui? Pas forcément dans un contexte français d'ailleurs. Alors, il y a des mises en dialogue, il y en a. Après, on peut, alors, avant de répondre directement peut-être à cette question, je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que vous disiez avant pour le faire comprendre. Quand Pascal disait que il faut comprendre aussi pourquoi voilà, pour une fois, il faut comprendre aussi pourquoi, notamment en France, mais pas qu'en France, historiquement, ce lien entre les femmes et la nature a été aussi violemment rejeté. Je suis la première à dire que j'en ai marre qu'on passe à autre chose, parce que je sais que les écoféministes ont fait autre chose et qu'il y a autre chose à faire. Mais en attendant, il ne s'agit pas de le jeter comme ça trop facilement. Il y a justement toute cette histoire extrêmement violente que je commençais très rapidement à raconter que je commençais à raconter tout à l'heure, à savoir ce lien-là, ça a été le point pendant des siècles. Cette articulation était un outil politique d'oppression, de destruction, de haine à l'égard des femmes et de la nature qu'on ne peut pas oublier. Donc, effectivement, comment on peut comprendre le fait que d'autres femmes, ou que dans certaines luttes, des femmes puissent, elles, revendiquer ce lien-là. Parce que je pense qu'il faut aussi aller jusque-là. C'est-à-dire que dans ce mouvement écoféministe, ou dans les autres mouvements que j'ai cités tout à l'heure, même si je n'ai fait que donner leur nom, on n'a pas vraiment... On les a pas du tout... on n'est pas rentré dedans, mais que ce soit le mouvement Chipko, que ce soit le mouvement... il y en a plein. Ce n'est pas seulement qu'elles déconstruisent ce que je viens de vous raconter auparavant, entre les liens, on va dire, négatifs qu'il pourrait y avoir entre la nature et les femmes, mais qu'elles revendiquent un lien positif. Et c'est ce point-là qui a fait que ça a été une omerta, notamment en France, c'est pas possible. Mais ça, c'est forcément de l'essentialisme si on le revendique. Et c'est ce lien-là, je crois qu'il faut vraiment comprendre pour pouvoir comprendre aussi, à un moment de... pour comprendre pourquoi et comment il y a pu avoir, je pense, plus des mécompréhensions, finalement, que des réels désaccords avec les féministes, parce qu'à aucun moment, j'accuserais les féministes de vouloir l'oppression des femmes, et inversement, c'était pas le cas non plus des écoféministes. Mais comment, dans des contextes, dans des luttes différentes, il n'y a pas forcément eu cette rencontre-là qui, je pense, est en train de se faire clairement. Voilà. Et puis même plus globalement, de toute façon, il y a toujours cette nécessité d'assurer de la légitimité des sujets, donc que ce soit des sujets féministes ou des sujets écoféministes, qui de toute façon est encore réel aujourd'hui. Donc en effet, je partage votre explication. Oui, Pascal. Je voulais apporter un point, c'est que de la nature subie, on est passé à l'écologie émancipatrice. Ça, c'est un point qui me semble très important, parce que les personnages qui se battent, on va y aller au mouvement Chipko, c'est des indiennes, des paysannes illettrées de l'Uttar Pradesh en 1970 qui voient arriver des forestiers qui veulent couper leur forêt. Mais elles savent que si on coupe les arbres, la terre va glisser, l'eau va être moins régulée, elles ne seront plus protégées contre le vent, elles n'auront plus de bois de feu pour faire à manger. C'est cette expertise-là qu'elles ont opposée à l'expertise forestière. Et elles ont gagné la victoire. Bon, on l'a fait courte, mais elles ont gagné, les arbres n'ont pas été coupés. Et cette légitimité-là de paysannes illettrées face à des experts, et ensuite elles ont dû continuer le combat, et ça n'a pas été facile en intérieur, non pas face à des experts, mais contre les hommes aussi qui les entouraient. Mais cette légitimité-là, cette expertise-là, c'est un premier facteur d'émancipation. D'autres femmes, comme autour de Wangari Maathai en Afrique, avec la ceinture verte, elles ont gagné cette émancipation parce qu'elles ont décidé de planter des arbres dans des terres arides au Kenya. Elles ont planté aujourd'hui 51 millions d'arbres. Wangari Maathai a eu le prix de la paix depuis, parce qu'elle a relié en fait la question, et ce sont des femmes kenyanes qui étaient donc des sœurs dans la sororité, qui replantaient ces arbres, qui faisaient
faisait revenir une économie, donc de la richesse, donc qui empêchait que les communautés ne soient en guerre et qui pacifiait par l'écologie, qui pacifiait toute cette zone-là. Et cette puissance retrouvée des femmes était puissamment émancipateur aussi. On peut aussi citer Lois Gibbs, qui était un personnage qui va ressembler un peu à Erin Brockovich, je trouve, qui, vous connaissez Love Canal, cette histoire de Love Canal. Donc on est aux États-Unis, on est en 1983 à peu près, et on a une femme, voilà comment les femmes arrivent à l'écologie, hein, une femme qui est pas du tout militante, qui un jour s'aperçoit qu'il y a un dépôt de produits chimiques à côté de l'école de son enfant. Eh bien, elle va refuser cet état de choses. Elle va lutter pour que ce dépôt, bien sûr, que l'école soit transférée. Et ensuite, elle va obtenir un acte de loi qui va réglementer l'installation de tels dépôts, souvent dans des quartiers défavorisés d'ailleurs. Elle va créer un centre de justice environnementale qui n'existe, il n'y a pas d'équivalent en France, qui va commencer par souvent apprendre à lire et à écrire aux personnes qui viennent demander de l'aide, puisque c'est des quartiers défavorisés, pour mener des pétitions, pour se rencontrer entre voisins, pour trouver le bon échelon administratif pour se battre, pour s'encourager. Et voilà comment aussi c'est émancipateur pour ces femmes qui, en luttant contre la pollution chimique, vont tout d'un coup voilà, s'alphabétiser et avoir un vrai pouvoir dans le quartier où elles étaient. C'est quelques exemples, mais il y en a plein. Peut-être justement on peut réélargir un petit peu sur les questions les plus contemporaines, et avant ça je voulais aussi qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie sur la question du développement durable, sachant que développement durable dans ses dimensions sociales, sociétales, prend en compte la mise en œuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc du coup je vous laisse la parole, Fanny Petitbon, pour nous éclairer sur ces points notamment. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas être trop rébarbative avec un PowerPoint, mais Dieu sait que ça m'aide dans cette fin de journée. Donc voilà, moi je travaille pour une association de solidarité internationale. Vous allez vous dire, bon, on n'est pas une ONG environnementale, pourquoi on interviendrait sur ces sujets ? Tout simplement parce que dans notre lutte contre la pauvreté à travers le monde, ce qu'on remarque, c'est que les deux plus grands obstacles transversaux dans tout ce qu'on peut observer sur le terrain, c'est principalement les inégalités entre les femmes et les hommes et le changement climatique qui est en train de nous faire revenir en arrière en termes d'avancées, de progrès qu'on avait pu mener en termes de développement ces dernières années. Donc je vais peut-être pas... Il y a des choses qui ont été dites auparavant par les intervenantes. Je vais juste revenir sur quelques grands chiffres pour bien sûr rappeler que les inégalités à travers le monde sont persistantes, que ce soit en termes d'accès au foncier, d'accès aux revenus, d'accès à l'éducation, mais aussi simplement d'avoir un compte bancaire. C'est un des sujets sur lesquels on travaille. Et ça, peu importe où on est à travers le monde, les inégalités sont plus ou moins fortes, mais elles existent. Et ça doit faire partie de notre travail de s'y attaquer. Sinon, on n'arrivera pas à un développement durable, soutenable et qui permet d'être inclusif. Donc sur le genre et changement climatique, nous, effectivement, comme le disait Amandine en introduction, on parle souvent de double injustice, puisque le changement climatique est l'une des plus grandes injustices de notre époque, puisqu'elle va toucher le plus les personnes qui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc particulièrement les populations des pays vulnérables. Et en plus, ces populations ont le moins de ressources, d'options pour rebondir face aux crises climatiques. Et puis de l'autre côté, on a ces inégalités hommes-femmes. Et donc la conjonction de ces deux facteurs font que être une femme face au changement climatique augmente notre facteur de risque. Parce que, par exemple, alors c'est peut-être un exemple un petit peu simpliste, mais les femmes, dans certaines communautés, ne peuvent pas quitter leur domicile sans avoir une permission d'un homme de la famille ou de la communauté. Donc quand il y a une inondation, quand il y a quelque chose, une catastrophe naturelle qui s'abat sur une communauté, si on ne vient pas leur donner leur autorisation, ces femmes ne vont pas quitter leur lieu de résidence et donc risquent d'être, de mourir concrètement. C'est aussi les femmes qui savent moins nager en général que les hommes. Donc pareil, face à une situation d'inondation, elles vont être plus vulnérables. Mais il ne faut pas non plus avoir des œillères. Les hommes aussi sont parfois, en fait, on a une attente vis-à-vis d'eux, par exemple dans une situation de catastrophe naturelle, etc., d'avoir un comportement héroïque. Donc ils vont prendre des risques et se mettre plus en danger que les femmes. Donc ils sont aussi vulnérables d'une autre manière et c'est important de ne pas être complètement dichotomique dans ce sens.
Pour nous, ce qui est important, c'est que l'égalité homme-femme, c'est vraiment un droit humain fondamental. Donc, à travers tous nos projets, depuis 2009, il a été décidé que on doit, quelle que soit notre action, que ce soit en termes d'améliorer l'accès à l'éducation, d'améliorer l'accès à l'eau d'une communauté, de travailler sur l'adaptation au changement climatique, en filigrane, dans notre travail, il faut toujours s'assurer qu'on essaye, en tout cas, alors on n'aime pas trop utiliser le mot autonomiser, mais de travailler à l'empowerment des femmes et des filles. Donc désolée, c'est un peu un anglicisme, mais voilà, on l'utilise. Donc ça fait partie de notre mission première, en tout cas chez CARE. Voilà, il y a eu cette décision au sein de notre confédération internationale que dans tous nos projets, il y ait absolument un angle genre, mais transformatif. L'idée, c'est pas simplement de faire participer les femmes au projet, c'est pas une approche clientéliste où on a coché une case, c'est vraiment travailler sur les rapports sociaux. Et donc, concrètement, il y a en gros deux volets de notre action. Il y a tout ce qui est donc empowerment des femmes et des filles pour qu'elles puissent accéder et exercer leurs droits. Et puis l'autre volet très important, c'est impliquer les hommes et les garçons pour vraiment avoir un processus durable, un changement profond de la société, de la manière de percevoir les femmes, leur savoir, leur capacité d'action, leurs opinions, etc. Et en faire vraiment des actrices du changement. Donc nous, sur l'empowerment, il y a trois leviers d'action qui sont les plus importants pour nous. Le premier, c'est vraiment sur la capacité d'agir des femmes. Donc leur montrer qu'elles ont des connaissances, qu'elles ont des compétences et des capacités, qu'elles peuvent les partager, les développer et en faire bénéficier la communauté. La deuxième, c'est sur le travail sur les structures, donc plutôt les cadres législatifs, les institutions, les politiques, etc. Et la troisième, donc, c'est sur cet aspect relationnel que je mentionnais juste avant. Donc vraiment travailler sur le fait d'impliquer par exemple des leaders traditionnels, des leaders religieux qui vont avoir une voix particulièrement écoutée dans les communautés et leur en faire des alliés pour qu'il y ait vraiment un processus de développement qui aboutisse à des changements durables. Rapidement, sans transition aucune, je passe sur vraiment les négociations climatiques. Il y a eu un effort très important depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années d'introduire le genre dans les négociations climatiques, notamment par de nombreuses associations féministes qui s'appellent notamment We Do, Women's Environment Development Organization, il y a WECF, dont la signification de l'acronyme a changé récemment, je ne la maîtrise pas, et qui sont toujours très impliqués aujourd'hui et qui ont vraiment réussi à obtenir des avancées très importantes. Et en fait, pour la COP21, dont vous avez tous entendu parler, on vous a rabattu les oreilles avec ça, on a fait en sorte de se battre pour un paquet de droits dans l'accord de Paris. L'objectif était d'avoir une référence dans un texte. Alors ça peut vous paraître très théorique tout ça, mais en fait avoir une référence dans un texte nous permet ensuite de demander aux pays de rendre des comptes sur leurs engagements. Et là l'idée c'était pas de créer des obligations complémentaires aux États additionnels, mais de dire vous avez tous ou toutes, je crois à part un seul pays dans les 196 pays qui font partie de la Convention climat sur les changements climatiques, ont signé un texte, une convention sur les droits, que ce soit droits de l'enfant, droits des femmes, etc. Donc l'idée, c'est de mettre en cohérence leurs obligations existantes avec leur action climatique. Et c'est tout simple, c'est de dire que les populations les plus vulnérables sont les plus impactées, mais il faut aussi que quand on met en œuvre une politique de lutte contre le changement climatique, il ne faut pas qu'elle contribue à aggraver les inégalités. Donc il faut penser en termes de droits humains, d'égalité hommes-femmes, de sécurité alimentaire, de droits des peuples autochtones, et ça c'est très important. Donc on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, puisqu'on l'a eu seulement dans le préambule de l'accord qui n'est pas contraignant, et pas dans la partie opérationnelle, mais c'était une mobilisation très forte, et c'est la première fois qu'un traité environnemental a cette mention. Je vais essayer d'aller plus vite. Donc concrètement, dans nos projets, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est de faire en sorte que les projets notamment d'adaptation des populations les plus vulnérables, c'est-à-dire par exemple adapter les techniques agricoles, utiliser des semences qui vont être plus résistantes aux sécheresses par exemple, ou réintroduire par exemple des pommes de terre natives qui étaient utilisées par les Incas et qui ont été perdues de vue, mais qui demandent moins de ressources en eau et qui sont plus nutritives, donc les réinsérer dans les pratiques agricoles des communautés.
Ce qu'on fait, c'est vraiment placer les personnes au cœur des solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'assurer, en tout cas, qu'il y a un lien fait entre les savoirs des populations, les données des instituts météorologiques des pays dans lesquels on travaille, et puis que donc, les populations puissent identifier en gros comment on peut adapter les prévisions météorologiques et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour mieux adapter les pratiques et être plus résilients. Donc ça, on le fait au quotidien et on fait en sorte d'apporter vraiment l'angle genre dans ces projets d'adaptation en menant des analyses préalables sur les dynamiques de genre au sein des communautés, sur la mobilité des personnes, les besoins spécifiques des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Regarder quelles sont les répartitions des tâches. Si on est on voit qu'il va y avoir moins de ressources en eau, donc ça veut dire que les personnes qui sont en charge de collecter l'eau vont avoir plus de temps de trajet pour aller faire ça tous les jours, donc elles ont moins de temps pour faire autre chose, et notamment, c'est souvent les femmes. Donc comment rééquilibrer les tâches, comment rééquilibrer les temps de travail, et donc analyser les normes sociales tout au long de la mise en œuvre des projets pour s'assurer que les solutions qu'on a mises en œuvre ne vont pas aggraver ces dynamiques. L'un des éléments qu'on utilise le plus, c'est un modèle qui a été développé par CARE au Niger au début des années 90, c'est les associations villageoises d'épargne et de crédit. L'idée, c'est très simple, c'est de miser sur la micro-épargne. Donc plutôt de se dire on va donner de l'argent aux communautés sous la forme de microcrédit, en fait, on va miser sur le fait que les populations, même les plus pauvres, ont une capacité d'épargne. Et en fait, souvent, c'est des groupements exclusivement féminins qui se retrouvent une fois par semaine. Chacune apporte sa contribution, épargne, apporte sa contribution à la caisse pour la solidarité et éventuellement à la caisse de pénalité si elle est en retard pour sa contribution. Et à la fin d'un cycle d'épargne, en fait, ces femmes peuvent récupérer un pécule qui est plus important que si elles avaient en fait utilisé leur argent tout au long de l'année. Et ça leur permet d'investir dans quelque chose qui va avoir un impact plus important sur leur vie, que ce soit l'éducation de leurs enfants, que ce soit l'achat, enfin le début d'une activité génératrice de revenus, leur accès à l'éducation si elles ont besoin de livres, etc. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir montrer que ces femmes sont des actrices du changement. Et en fait, une fois, ce qu'on a remarqué, c'est que ces AVEC font qu'ensuite elles sont vraiment vues comme des personnes capables, des personnes dont l'opinion est importante, et elles sont incluses dans les conseils municipaux, etc. et aussi dans les décisions sur les modèles de lutte contre le changement climatique. Donc là, c'était juste un petit exemple. Et je voulais juste terminer sur le genre dans les négociations climatiques. Ça a été, comme je disais, un long combat qui a commencé en 2001 à Marrakech, où à cette époque-là, on parlait uniquement du fait que, en gros, ah oui, si on veut parler des femmes et changement climatique, il faut qu'il y ait plus de femmes dans les négociations. Donc c'était vraiment sur l'approche participative basique. Et en fait, il y a eu un travail très très long vraiment des activistes pour montrer que non, il faut aussi que dans les politiques de lutte contre le changement climatique, il y ait cet angle d'égalité homme-femme. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans lutter contre les inégalités de genre. Et donc je vais vous passer toutes les étapes, mais ça s'est accéléré vraiment depuis les années 2010-2012. Maintenant, le genre est un point permanent à l'ordre du jour des négociations climatiques. Ça veut dire que ça revient de manière récurrente à l'agenda. Maintenant, il y a un programme de travail. Et donc, comme le disait Amandine, depuis 2 semaines, il y a pour la première fois un plan d'action sur le genre. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de renforcer les capacités des États pour que quand ils développent, que ce soit des plans d'adaptation, des plans de réduction des émissions, ils cherchent vraiment à lutter contre les inégalités, qu'il y ait plus de femmes dans les délégations, mais que ces femmes ne soient pas là juste pour être des plantes vertes, qu'elles aient les outils, les moyens d'influencer les politiques, les prises de position de leur pays, et puis que l'expertise genre, que ce soit dans une délégation ou ailleurs, ne relève pas uniquement d'une experte genre, parce que sinon la bataille elle n'est pas gagnée. L'idée c'est que à la fois les chefs de délégation, les ministres, les responsables des politiques climatiques dans leur pays aient vraiment cette sensibilisation, cette notion du genre dans leur logiciel quand ils développent leurs actions. Donc là c'est encore tout un pan de travail à faire, mais en tout cas c'est une bonne avancée qu'on a vue il y a 2 semaines. Peut-être Pascal, vous voulez réagir puisque vous avez vous-même suivi un certain nombre de négociations en tant que journaliste. Moi, j'avais suivi ce qui s'appelait WCF, Women in Europe for a Common Future. Effectivement, ce qu'ils avaient fait à la COP21 et ces manifestations et leur déception
Donc j'avais suivi ça. Ce que je peux vous raconter, c'est qu'effectivement, à cette époque, j'avais rencontré une femme dans un des nombreux bus, et une femme qui venait d'Afrique, et qui m'avait dit, mais nous, on est très d'accord sur les fours solaires, etc. On est d'accord, mais est-ce que ça va rentrer dans les cours de nos maisons ? Est-ce qu'on va pouvoir cuisiner nos plats traditionnels avec ? Est-ce que ça va avoir le même goût ? Et en fait, ce regard microéconomique-là, sur des enjeux comme ça me paraît essentiel aussi. Et les femmes sont celles qui, au contact de l'eau, de l'air, de la vie, et donc bien sûr, il faut que ça passe par le genre. J'aimerais, pour les quelques minutes qui nous restent, avant de passer évidemment aux questions de la salle, évoquer avec vous la figure de la sorcière, parce qu'elle est archétypale, elle est caricaturale, mais elle est aussi, en tout cas de mon point de vue, porteuse d'un champ de pouvoir. Pour moi, c'est une figure de pouvoir, d'empowerment, comme l'a dit Fanny. Et du coup, il me semble qu'on pourrait aussi se la réapproprier, et c'est une figure qu'on voit passer dans vos 2 ouvrages. Donc je voulais vous faire réagir chacune, et Fanny aussi si elle le souhaite, à cette figure de la sorcière. Waouh, en 1 minute. Non, on a un peu plus que ça. C'est pas une figure, il y a une histoire en fait de ça, qui effectivement qui a un lien très fort avec l'écoféminisme, parce que les premières dans les années 70 à être revenues à cette grande histoire de la chasse aux sorcières en Europe, et puis après dans les colonies, qui a sévi du 15e au milieu 17e, voire jusqu'à fin 18e, ce sont les écoféministes, en fait, à être revenus, des féministes, puis des écoféministes, à être revenus sur cette histoire-là, qui en fait était très très mal connue. Déjà parce que finalement, évidemment, on a à peu près aucune archive ni aucune trace autre que celle des bourreaux, en fait, de cette histoire-là. Et puis, elle a eu aussi pour particularité cette histoire absolument tragique que, outre le fait d'avoir existé, et donc d'avoir persécuté et brûlé des centaines de milliers de femmes pendant plus de 2 siècles et demi, et qui a donc qui a participé de manière fondamentale dans l'émergence du capitalisme en Europe, eh bien, une fois que ça s'est arrêté, parce que toute la réorganisation en fait, sociale du monde qui était cherchée derrière cette affaire-là, de brûler de faire la chasse aux sages-femmes, de faire la chasse à toutes les femmes seules, qui pouvaient avoir justement du pouvoir vis-à-vis des plantes, vis-à-vis de leur propre corps, puisqu'elles pouvaient avoir ce pouvoir fou de pouvoir accoucher, de pouvoir aussi avorter les femmes. Donc ce pouvoir que le capitalisme a volé aux femmes en interdisant la fonction de sage-femme, en créant des universités de médecins interdits aux femmes, etc. Enfin, c'est toute notre histoire à nous. Et une fois que cette réorganisation sociale a été mise en place 18e, 19e siècle, cette histoire, c'est devenu une légende. En fait, ça n'a jamais existé. Donc voilà, et ce sont notamment les écoféministes, puisque évidemment la question, toute l'histoire des sorcières, qui concernait principalement les sages-femmes, était c'est l'histoire, c'est l'origine, c'est la matrice d'une certaine façon de cette affaire d'articulation entre infériorisation de la nature et infériorisation des femmes. Raison pour laquelle les écoféministes s'y sont intéressés. D'où le fait que oui, ça traverse toute l'histoire des écoféministes qui se revendiquent héritières de cette histoire-là. Et la collection dans laquelle notamment j'avais édité ces 2 livres-là est une collection qui s'appelle Sorcières, qui est une collection de textes féministes et écoféministes, et qui elle-même s'inscrit dans cette histoire-là, dans cet héritage-là, de dire mais nous sommes les sorcières, nous sommes les petites filles, les petites nièces de toutes ces femmes qui ont été brûlées parce qu'elles revendiquaient un certain type de pouvoir vis-à-vis de leur propre corps, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de la nature. C'est important de le resituer justement. Starhawk. Moi, j'ai rencontré cet archétype au sens où c'était un archétype, comment dirais-je, à tous les moments de ce livre qui leur est dédié d'une certaine façon. Quand on crée un jardin thérapeutique à la Pitié-Salpêtrière en 2015, je pense à Anne Rib, au pavillon des enfants et adolescents autistes, on est encore considérée comme une sorcière par les professeurs de la Pitié-Salpêtrière. Ça m'a choquée. Et ensuite, j'en ai rencontré en vrai pour voir ce que ça pouvait être. Bien sûr, j'ai eu peur au début. Mais ce que je retire de cette
comment dirais-je, histoire, c'est qu'elle pratiquait, enfin une des choses qu'on peut retenir, c'est qu'elle pratiquait la médecine à rebours, c'était des guérisseuses, hein. Jules Michelet le raconte d'une certaine façon, en maniant des plantes qui à la fois pouvaient guérir et qui pouvaient tuer. Et on retrouve cette double polarité, fascination, répulsion, qui a été à l'origine aussi de leur fin et du massacre. Aujourd'hui, je pense qu'on peut aussi passer des sorcières aux fées comme image et comme guide, puisqu'elles sont celles qui guident d'un monde à l'autre. Et en cette période de transition, on peut aussi écouter le murmure des fées, en plus des chants des sorcières. Et peut-être juste pour compléter malheureusement avec la réalité contemporaine, aujourd'hui le fait d'être un défenseur ou une défenseuse de l'environnement en fait est l'une des principales raisons en fait pour les activistes sur les enjeux de droits humains d'être assassinés. Alors je m'excuse, j'ai pas les derniers chiffres en tête. L'un des derniers exemples frappants a été le cas de Berta Cáceres il y a 2 années en fait. Et en fait on se rend compte que alors, oui. Pardon ? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, c'est juste pour dire qu'il y a des femmes, des jeunes filles aujourd'hui qui se battent pour faire en sorte que, par exemple, quand on parle d'un gros projet de centrale hydroélectrique, on dit « Ah, merveilleux, on va bâtir une énorme infrastructure qui va produire de l'énergie propre parce qu'on utilise de l'eau pour faire l'électricité ». Sans consulter les populations, sans se demander si ça va avoir un impact sur leur capacité de produire de la nourriture, si ça va inonder les cimetières de leurs ancêtres. Tout un tas de raisons comme ça. Et ces femmes et ces hommes qui se battent aujourd'hui sont extrêmement en danger. Amnesty International, Human Rights Watch dénonce tout un tas de cas chaque année. Malheureusement, je m'excuse, j'ai pas tous les noms en tête, mais c'est des assassinats lâches pour des gens qui ne veulent juste que se battre pour un environnement sain pour eux, leur communauté, les générations futures. Et on en parle très peu finalement. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, avant de travailler sur les enjeux climatiques, j'en avais très peu connaissance. Et c'est important de se dire que, parce que souvent, on pense aux gens qui se battent pour les droits humains en général. On se dit, les gens qui se battent pour l'environnement, pour la protection des animaux, oui, bon, ils continuent leur petit truc. Mais non, c'est une vraie raison d'être en danger aujourd'hui. Donc, c'est important de le rappeler. Merci à vous trois. On va passer au temps de questions-réponses avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous remercierai de vous présenter et d'être bref pour qu'on puisse avoir des échanges aussi intéressants que nombreux. Oui, une question de Thierry Salentin. Moi, je suis ethnologue. Je voulais rappeler une phrase de Francis Bacon vers 1630. La nature, c'est comme les femmes, il faut les maîtriser, il faut les violer. Il l'a dit texto, ça a été repris dans un livre de Serge Latouche. J'ai été étonné de ne pas entendre un mot sur Françoise d'Aubonne. C'est quand même elle qui a édité en 1977 ou 1978 un livre qui s'appelle Écologie et féminisme. Et j'ai appris il y a 2 jours une bonne nouvelle. Il y a un éditeur qui s'appelle Libre et Solidaire. En mars 2018, il va rééditer le livre de Françoise d'Aubonne parce que c'est quand même elle, pour une fois, c'est pas venu des anglo-saxons. Écoféministe, c'est pas venu des Anglais, c'est venu d'une Française, et c'est à partir de cette Française, Françoise d'Aubonne, que le mot est parvenu aux États-Unis, en Angleterre. Et enfin, j'ai été étonné de la part de plusieurs d'entre vous d'entendre cette apologie de ce mot affreux qui est le mot développement. Et j'ai même vu que dans le langage de l'ONU, il y a écrit « droit au développement ». Il faut quand même rappeler que le développement, c'est un mot tout à fait légitime dans le domaine de la biologie, mais que dès que ce mot est kidnappé et déporté dans le domaine de l'économie et de la politique, alors là, ça devient une horreur. Le développement, c'est juste le mot qui a été lancé dans la résolution 198.3 du 4 décembre 1948 à l'ONU
pour remplacer le mot colonisation. Donc le développement, c'est la colonisation. Le développement, il faut absolument s'en débarrasser. Il ne faut surtout pas le rendre durable. Et je rappellerai que durable, c'est le mot imposé, l'adjectif imposé par Bettina Laville en 1992 pour remplacer la bonne traduction qui était le mot soutenable. Donc avec Edgar Morin, je dirais, il faut en finir avec la notion de développement. Il faut aller vers l'enveloppement, qui est l'art d'avoir un mode de vie à faible empreinte écologique. Et là-dessus, je suis entièrement contre Madame Badinter, la dame de Publicis, la dame qui aime bien les grandes entreprises. Donc, Badinter, avec ses histoires de cracher sur les écolos, je suis absolument contre. Et évidemment, je suis pour le retour de l'homme à la maison. Ce n'est pas une émancipation que d'aller à l'usine. Et il faut réhabiliter les artisanats domestiques. L'égalité homme-femme, c'est les hommes qui doivent être égaux aux femmes et pas l'inverse. Merci. Merci pour cette brève intervention. On va en prendre deux autres et puis on va répondre. Madame au fond. Oui, merci Thierry, c'est bien. Tu as raison de parler de la notion de développement durable qui a fait l'objet également la première fois dans un discours de Lindsay, le conseiller économico-militaire de Roosevelt, et qui a fabriqué un discours, son discours, le premier discours où il avait été utilisé le mot de développement et de pays à développer et de pays déjà développés. Le monde Est-ce que vous avez une question, madame, s'il vous plaît? Non, un complément d'information aussi sur les lanceuses, les lanceurs d'alerte qui tous, enfin, pour ceux que je connais le mieux, Jean Seignalé, Corinne, aidez-moi. Corinne, c'est pas Touzé, c'est un nom comme ça, bon, qui sont tous morts très rapidement et qui tournaient autour du pôle implanté par les anglo-saxons d'ailleurs à Montpellier sur un pôle scientifique de rayonnement pharmaceutique. Autre complément d'information. Brièvement, s'il vous plaît. Ce que vous disiez sur Wangari Maathai est magnifique avec ces millions d'arbres plantés pour lesquels elle a pu avoir l'assentiment de la population grâce à la réappropriation des mythes des mythes du pays, de ce territoire, sur la montagne, les dieux de la montagne, etc. Et ils ont pu reboiser la montagne comme ça parce qu'il y avait eu des interdits, des tabous qui leur avaient été imposés encore. Merci. Et ça, c'est magnifique aussi. Pas du retour au savoir seulement scientifique, ni au simple savoir oui, c'est ce que nos intervenantes nous ont alphabétisant, montré, oui. Mais un savoir vraiment local, culturel, local, ancestral et vivant donc. Alors, il y a madame devant et derrière aussi. Bon, très bien. Bonsoir. Bonsoir, ici Fanny. J'ai une question pour rebondir en fait sur la figure de la sorcière. Beaucoup de médecines alternatives se développent actuellement, enfin disons, réapparaissent, voilà, c'est ça, réapparaissent, et notamment avec l'utilisation le renouveau des plantes et leurs vertus. Et du coup, je voulais avoir votre avis en fait sur ce que vous en pensez, qui est également une médecine non basée sur la science, mais autre. Et donc, je voulais avoir votre avis. Voilà. Une dernière derrière, et puis ensuite on répondra, et ensuite je vous donnerai la parole devant. Bonsoir, je m'appelle Louane. Oui. Voilà.
Je suis étudiante en première année de sciences de la vie. Juste une question. Est-ce qu'il y a eu des débats ou quoi sur le mot écoféminisme? En fait, parce que ça renvoie, enfin, pas quelque chose de péjoratif, mais si ça avait été des hommes, je pense pas qu'il y aurait eu de mots qui auraient été associés en fait à l'écologie. Parce que là, on dit écoféminisme, mais est-ce qu'il y a eu un mot pour les hommes qui ont fait des choses? Parce que je pense qu'il y en a aussi. Et du coup, est-ce que en disant le mot écoféminisme, c'est pas encore un moyen de faire encore une séparation, une différence entre les hommes et les femmes en fait, et donc du coup de donner un aspect un peu négatif encore à la femme, alors que clairement, quand tu défends l'écologie, on la défend, on n'a pas besoin d'être homme ou femme. Il y a des femmes qui défendent l'écologie comme des hommes, donc pourquoi on associera un mot aux femmes et pourquoi pas un mot aux hommes en fait? Alors peut-être qu'on peut répondre déjà sur cette dernière question et puis ensuite revenir sur Françoise Daubonne et Émilie H. Alors, pardon, excusez-moi. Beaucoup de choses. Donc je vais juste répondre, comme vous disiez, sur Daubonne et la question que vous venez de poser. Bien sûr que les mouvements environnementaux faits par des hommes s'appellent les mouvements environnementaux en fait. Donc voilà. La seule chose que je pourrais, moi je répondrais à la remarque que vous faites, c'est que moi j'entends derrière le fait d'être gêné par le fait d'utiliser ce terme et de se dire que peut-être que ça va encore à nouveau, je sais pas, être quelque chose de péjoratif, c'est que ça ne fait que, on est toujours en train de répéter justement une forme d'infériorisation ou dévalorisation ou de haine par rapport à au fait d'être une femme ou de pouvoir entrer dans des formes de mobilisation ou d'activisme environnemental. Je pense que le fait c'est bien sûr qu'on n'aurait pas besoin de ce mot-là, en gros, si on n'était pas dans un monde patriarcal. Ok, mais on l'est. Donc il y a une histoire en fait dans laquelle on s'inscrit et qui fait qu'à un moment donné, un certain nombre de femmes ont eu envie d'utiliser ce terme. Maintenant, ça me permet de faire le lien peut-être avec l'autre question. De fait, une grande partie aussi des mouvements environnementaux dans lesquels se sont mobilisées des femmes ne se sont pas forcément appelées écoféministes. Et la plupart des femmes qui aujourd'hui sont mobilisées sur les questions environnementales ne se nomment pas écoféministes, ne se disent même pas forcément féministes, c'est ce que tu disais, ne se disaient même pas au départ forcément environnementalistes. C'est quand on est en train de discuter, de vouloir ou pas essayer de mettre des mots pour comprendre de quoi on parle, pour les distinguer, pour les articuler, pour rendre compte un petit peu de leur spécificité, qu'on peut ou pas vouloir mettre ces termes-là. Mais de fait, en effet, une grande partie de ces mouvements-là, en plus, par exemple, le mouvement Chipcode, ne serait-ce que celui-là, c'est par un anachronisme en fait qu'on l'appelle un mouvement écoféministe, puisque le terme est apparu après, ou en tout cas en décalage avec ce mouvement-là. Donc, ça ne me dérange pas du tout qu'on ne les appelle pas comme ça, mais à l'inverse, si c'est pour des raisons de non, ça serait encore trop près de quelque chose de féminin ou de je sais pas quoi, pour moi, je pense à la formule, à la phrase de Sao qui dit alors là, l'odeur de la fumée des charniers brûlants sont encore dans nos narines. Moi, ça me pose pas de problème de parler d'écoféminisme dans ce sens-là. Et juste pour répondre, pour aller dans ce sens-là très vite à la remarque sur Daubonne, j'ai fait exprès en fait de pas en parler. Et maintenant, on peut en parler. En effet, parce que c'est donc une grande féministe française dont on connaît très 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 peu le travail aujourd'hui en France, et c'est très dommage, qui effectivement a inventé en 1974 dans un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort » le terme d'écoféminisme, donc ce néologisme, sauf que vous vous retrouvez notamment en France, donc avec un mot, une sorte d'apax comme ça, qui se balade tout seul dans une histoire qui n'est pas faite en France, des liens entre le féminisme et l'écologie, et puis vous avez d'un autre côté un mouvement anglo-saxon, un mouvement indien, etc., etc. Donc en quoi ça nous sert d'aller chercher, ou en tout cas il faut faire l'histoire des liens entre ces différentes choses-là. Et par ailleurs, si je ne l'ai pas utilisé, c'est pas pour lui dénigrer du tout, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, simplement si on utilise ce terme pour moi de Daubonne, alors on va s'intéresser à l'écoféminisme en France et à son histoire. Il y en a une qui n'est pas du tout faite, qu'il faudrait faire aussi, et qui est liée aussi au mouvement antinucléaire français. En revanche, quand on parle du mouvement, et c'est ce qu'on a fait un petit peu ce soir, des mouvements et du mouvement écoféministe anglo-saxon, et puis des mouvements qui pourraient y être affiliés, non, je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire, sauf à être chauviniste ou à vouloir mettre un label bien français dessus, parce que de fait, comme c'est souvent le cas dans plein de mouvements et
Ce terme, en fait, a été inventé par plein de personnes au même moment. Simplement, on le ramène d'un point de vue académique, en tout cas, à Françoise d'Aubonne, parce que c'est elle qui l'a publié la première. Tant mieux pour elle, je ne suis pas du tout en train de lui jeter la pierre. Mais au même moment, aux États-Unis, j'en ai discuté avec différentes personnes avec, par exemple, Ariel Salé ou Nestra King, enfin différentes personnes qui disaient « Mais nous, on l'utilisait, on ne savait pas du tout que d'Aubonne l'avait utilisé. » Alors peut-être qu'il y a des liens à faire, peut-être que ce mot-là a traversé. D'accord. Mais en attendant, il y a d'un côté une histoire qui est très académique et puis d'autre un mouvement politique. Et donc, je trouve que c'est important de réfléchir aussi pourquoi on va aller immédiatement le ramener à cette personne-là, dans quel contexte, quels effets théoriques et politiques on veut engager. La naturopathie, bien sûr, on a la figure d'Hildegard de Bingen, en fait, qui ressurgit et qui va être dans les manuels scolaires bientôt. Elle fait une petite apparition dans les manuels de seconde, mais c'est déjà un des points positifs. C'est déjà incroyable. C'est une abbesse donc qui est considérée, qui peut être considérée comme la figure, l'ancêtre des naturopathes. Et en fait, Hildegard Bingen, c'est une abbesse du Moyen-Âge qui était à la tête de plusieurs monastères, qui les a fondés, qui était bénédictine et dont on a aujourd'hui la trace parce qu'elle a écrit, ce qui était assez rare à l'époque pour les femmes. Et ces manuscrits ont été retrouvés, un peu par miracle, par 2 médecins allemands dans les années 50 qui les ont traduits. Et on a connu à ce moment-là toute la somme de sciences, de connaissances d'Hildegard de Bingen, qui maniait les végétaux, les sucs animaux, qui prônait une santé holistique et préventive, corps et esprit, donc qui ne dissociait pas les deux, ce que les écoféministes aussi endossent comme message, et ce qui est très libérateur pour tout le monde. Donc intuition et raison, corps et esprit, on est sur cette logique-là avec elle, et qui en plus au demeurant était visionnaire. Donc il y avait des visions, qui entendaient des voix, et qui a écrit tout un tas de textes qui sont incroyables. Moi, je vous engage à les lire, où elle annonce finalement toutes les catastrophes climatiques d'aujourd'hui, ce qui était en fait un courant récurrent au Moyen-Âge, mais elle l'écrit, elle a été traduite. Donc, et sur ces plantes, sur la centaine de plantes qu'elle utilisait, il y en a 50 qui sont encore utilisées aujourd'hui et que les scientifiques contemporains ont jugé comme étant très efficaces et très pertinentes. Donc elle avait un savoir qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui, qui est encore endossé par les naturopathes et qui effectivement sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, mais qui ne sont pas toujours reconnus par la science. Donc voilà, ce que je voulais répondre aussi sur cette dichotomie, moi, ce que je tire de l'écoféminisme, ça a été ça. Ça a été le maniement de la poésie et du chant et de la danse sur des sites de contestation citoyenne. Ça a été cette langue poétique qui utilisait, je pense à Suzanne Griffin, Woman and Nature, qui est en anglais malheureusement, mais qui a été un texte fondateur, qui va peut-être être traduite en français, on espère. Woman and Nature, The Roaring Inside Her, pardonnez mon anglais, qui veut dire le rugissement à l'intérieur d'elle, et qui explique en fait toute la pensée, le progrès, la raison, cette espèce de rouleau compresseur qui a tué et qui fait taire les femmes. Et voilà, et elle utilise un langage assez poétique pour avoir un message très politique. Et les écoféministes, elles ont ce mérite de nous libérer aussi. On est quand même au pays de Descartes, on est en France. C'est aussi une des raisons peut-être pour laquelle l'écoféminisme n'a pas pris. Mais en tout cas, ces écoféministes anglo-saxonnes, elles sont sur ce double registre d'intuition, de poésie, de chant, de danse et en même temps de mouvement citoyen et politique. Et ça, c'est jouissif, franchement, c'est très libérateur pour tout le monde. Et peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais l'éclectisme justement des textes de votre recueil traduit aussi ces dimensions-là. Est-ce qu'on peut dire ça? Fanny Petitbon. Attendez, on va laisser répondre Fanny Petitbon et après on refera un tour. On ne vous entend pas en fait, donc je vais laisser répondre Fanny Petitbon et ensuite on refera un tour dans la salle. Oui, je voulais juste répondre sur votre remarque, monsieur, sur l'utilisation du mot développement. Nous, en fait, on l'utilise vraiment pour différencier 2 types de réponses. Soit la réponse à l'urgence face à un cyclone, face à un tremblement de terre, etc. Et puis le développement qui est vraiment une action sur le long terme. Donc nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Et toutes nos actions, elles se font vraiment basées, elles sont identifiées par nos collègues du terrain, qui sont à 95% des nationaux des pays dans lesquels on travaille,
C'est jamais un modèle auquel qu'on va imposer depuis Paris ou depuis Genève, etc. C'est vraiment les acteurs locaux avec les associations locales qui définissent quels sont les besoins, quels sont les acteurs en présence et quelles sont les solutions qui pourraient être mises en œuvre. Et nous, notre rôle, c'est de pouvoir identifier des financements pour que ces solutions puissent devenir réalité, en gros. Donc si le terme vous gêne, j'en suis désolée, j'en ai pas d'autres là sous le coude, mais en tout cas c'est ça qu'on voulait dire. Et sur le durable soutenable, honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel on a un avis très tranché. On l'utilise dans nos rapports, dans nos écrits, dans nos interventions de manière un petit peu interchangeable. Donc je veux bien qu'on en discute en aparté si vous voulez. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les causes sous-jacentes de la pauvreté pour pouvoir s'y attaquer. Et pas, parce qu'à chaque fois, souvent, c'est des actions de 2, 3, 4 ans. Donc il faut pouvoir mettre en œuvre des actions qui, au fur et à mesure des années, vont nous permettre d'arriver vraiment à un changement profond des sociétés. Et souvent, ça prend plutôt 1 ou 2 générations pour y arriver, et on le fait à l'échelle locale. Voilà. Merci. On va reprendre encore 1 ou 2 questions. Alors, il y avait Madame devant. Bonsoir. Ça marche? Ouais. Donc Claire, alors moi j'aime bien me définir comme écolonomiste. Mais alors je vais essayer de rajouter... Est-ce que vous entendez dans la salle? Non, je ne suis pas sûre qu'on entende bien. Ok. Là, c'est mieux. Oui. Ouais. Donc voilà. Donc moi j'aime bien me définir comme écolonomiste et il faut que j'invente un mot pour dire écolonomie féministe. Voilà, comme quoi le pouvoir des mots est important. C'est d'ailleurs une des prédilections des sorcières. Alors moi j'ai une question à la salle et à vous. C'est le mot empowerment. J'aimerais trouver une traduction féministe qui puisse teinter, voilà. Donc c'est parce que j'aime beaucoup vraiment les mots. Une petite aparté sur le fait de rendre hommage ou famage aux personnes qui ont inventé des mots. Pour moi, si j'en invente, peut-être qu'ils ont été inventés à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Et en fait, encore une fois, je pense que c'est un problème du patriarcat, de s'approprier les idées. On dit bien la paternité des idées. Moi, ça m'intéresse pas. Bon, j'aime bien rendre hommage à mes sources, mais voilà, les idées, elles voyagent, quoi. Et ma deuxième question, c'était sur les chiffres du sorciéricide qu'il y a eu lieu en Europe, puis peut-être dans le reste du monde, et avec une pensée pour les lanceuses d'alerte dans tous les pays. Merci. Une dernière question avant qu'on réponde à cette dernière intervention, ou on en reste là? Eh bien, restons-en là. Ah, là, pardon, excusez-moi. Bonjour, alors moi je suis Marie et je suis un ingénieur en environnement et je voulais savoir, souvent on parle qu'il y a le mouvement du coup écologique et féministe, mais il y a aussi le mouvement du numérique et je voulais savoir, connaître votre avis un peu sur cette position-là, qui sont quand même 2 mouvements qui vont ensemble. Merci. Le mouvement du numérique, qu'est-ce que vous appelez par là? Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a la transition féministe et écologique, mais il y a aussi en ce moment tout ce qu'on appelle la transition digitale, donc toute l'apparition du numérique. Et en fait, il y a 3 gros mouvements qui arrivent en ce moment-là au XXIe siècle, donc le féminisme, l'écologie, mais aussi le numérique. Enfin, je pense qu'il peut avoir un peu... Enfin, je voulais savoir votre avis par rapport à ces 2 autres mouvements. Alors nous, Centre Bertine-Auclair, on travaille beaucoup sur justement le numérique comme outil d'empowerment, je fais exprès, féministe. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre qu'il soit bien pensé dans une dimension d'inscription dans la nature ou de protection de l'environnement. Donc, à mon avis, ça reste encore un impensé, mais je peux me tromper. Donc pour vous, vous dissociez vraiment écologie, enfin écoféminisme et numérique. C'est juste un outil, je ne le dissocie pas. Je pense en l'occurrence que pour l'instant, c'est un lien qui n'existe pas ou peu. Bon, je ne suis pas d'accord, mais d'accord. C'est probablement regrettable, mais je ne peux pas vous en dire plus actuellement. Est-ce que vous souhaitez réagir sur le mot empowerment? Moi, c'est vrai que j'utilise en anglais, à part
capacité à agir, pouvoir d'agir, mais c'est pas satisfaisant, je suis d'accord. Je crois qu'on dit, je crois qu'au Québec, on dit empouvoirment. Empuissancement aussi. J'ai déjà entendu ça. Bon, c'est pas super satisfaisant, donc on peut se dire qu'on peut réfléchir à ça et la prochaine fois, on va essayer. Mais je partage complètement votre analyse sur le fait, et c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de langage avec tout ce qu'on peut entendre autour de l'écriture inclusive. Le langage est politique, et donc cette création des mots, cette réappropriation des mots, elle est, de mon point de vue, extrêmement importante. Je ne voudrais pas prêcher pour ma chapelle, mais la sororité est quand même une notion qui exprime à la fois la solidarité entre femmes, leur recours au réseau numérique et au réseau pour se connecter de par le monde. Donc il y a plein de réseaux, WSF, WeCan, Three Sisters, il y a plein de réseaux de femmes, et elles le font grâce aux nouvelles technologies, parce qu'elles sont parfois vulnérables, ou parfois seules, parfois menacées. Donc elles se mettent en réseau, à la fois par intuition que ce monde n'est plus viable, et aussi par intérêt d'être plus fortes. Donc sororité exprime pas forcément l'empuissancement, mais en tout cas un renforcement des capacités des femmes et leur puissance. Edgar Morin disait les femmes sont la voix les avant-gardes de la modernité. Vous avez cité monsieur Edgar Morin tout à l'heure, il disait les femmes sont les avant-gardes de la modernité. Donc voilà, elles utiliseront peut-être les nouvelles technologies en son temps, mais elles les utilisent déjà pas mal, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas geeks et qu'elles sont absentes des codages, etc. Si, elles sont geeks. On a un programme qui s'appelle Hubertine est une geek, et donc on favorise l'appropriation du numérique justement comme diversification des choix d'orientation et des choix professionnels, mais aussi outil d'agir féministe, parce que la diffusion, le moyen de diffusion massif est là aujourd'hui. Donc je vais devoir conclure, peut-être en faisant le lien bien évidemment avec le film qui va être projeté. Émilie H, est-ce que vous souhaitez dire un mot sur le choix de ce film? Est-ce qu'on peut dire que Erin Brockovich fait écho à certaines activistes états-uniennes que vous auriez en tête ou pas? Oui, et Pascal Derme l'a cité, c'est un film qui s'inscrit complètement en fait dans l'histoire et la longue histoire de ces scandales sanitaires et environnementaux qui, en fait, appartiennent à cette grande sphère, on peut dire, de l'écoféminisme, puisque ce sont des luttes qui, à nouveau, encore une fois, parce que ce sont toujours les premières à être concernées et à s'occuper des personnes qui sont les plus vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, etc. Ce sont principalement des femmes qui se sont mobilisées sur ces questions, mais ça relève plus de ce qu'on appelle le mouvement de justice environnementale, qui lui aussi, qui est complètement cousin, qui est mélangé, intriqué, qui est avec l'écoféminisme, et qui est aussi un mouvement qui se compose quasi exclusivement de femmes, ce qu'on dit pas toujours. Et donc en ce sens-là, ce film, il s'inscrit, il me semble, complètement dedans, dans le sens où Pascal Derme, je crois, le disait tout à l'heure, la plupart des femmes qui se sont mobilisées dans des luttes environnementales n'étaient pas, encore une fois, nécessairement ni féministes ni politisées dans un premier temps. Ça dépend toujours, voilà, évidemment, des histoires et des luttes particulières. Ce qui est le cas, je crois, dans ce film, et qui, à un moment donné, va constituer une lutte autour de ces questions-là. Ce que j'aimerais bien voir un jour, c'est un film aussi qui prenne, pour rebondir ou pour revenir finalement ici, c'est chouette, ça se passe là-bas, mais je ne sais pas, à quand un film sur le scandale du chlordécone dans les Antilles françaises, à quand un film sur la question des inégalités de pollution en France, et pas du tout très loin non plus, mais je ne sais pas, en Île-de-France, qui touche principalement les populations pauvres. Voilà. Donc c'est super, mais ça serait chouette après un film sur nos problèmes environnementaux ici. Oui, donc je pense que vous allez organiser votre propre conférence. Je ne sais pas où, mais nous vous laisserons l'indiquer. Avant de visionner le film, je voudrais vous proposer, puisque moi j'ai un peu aussi la mission de vous proposer de mettre les lunettes de genre avant de visionner le film. Et donc je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion quant au choix de ce film. Alors est-ce qu'on pourrait se demander, est-ce qu'Erin Brockovich est un film féministe? Question compliquée, parce que pour moi un film féministe, c'est un film où les personnages ne sont pas enfermés dans des rôles de sexe, où les personnages féminins notamment ont de la profondeur, de la consistance, sont des personnages agissants et non passifs, où les personnages ne sont pas assignés à une seule identité, où leurs identités sont multiples. Donc si on s'en tient à cette définition, il me semble qu'Erin Brockovich est un film féministe. Il me semble d'ailleurs que c'est un film qui passe
qui réussit le test de Bechdel. Donc le test de Bechdel, vous savez, c'est un test inventé par Alison Bechdel, une BDiste et féministe américaine, qui propose de se poser 3 questions en regardant un film. Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins dont on connaît le nom? Est-ce que ces 2 personnages féminins dont on connaît le nom parlent ensemble? Et est-ce que ces 2 personnages féminins dont on connaît le nom parlent ensemble d'un sujet qui ne serait pas un personnage masculin? Il me semble en l'occurrence qu'Erin Brockovich a des échanges relativement profonds avec les familles qu'elle accompagne, et notamment les femmes de ces familles qui donc subissent les effets de ces pollutions. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble que Erin Brockovich passe le Bechdel test. On pourrait bien évidemment s'interroger sur la présence de ce que les féministes, notamment américaines, ont appelé le male gaze, ou le regard masculin en bon français, dans ce film de Steven Soderbergh. Je crois qu'on n'avait pas cité le réalisateur. Qu'est-ce que c'est que ce regard masculin? C'est un outil critique qui nous permet de rendre compte du fait que bon nombre d'œuvres, et notamment cinématographiques, imposent l'adoption d'une perspective qui serait celle d'un homme blanc hétérosexuel. Très concrètement, à travers ce regard masculin, on met davantage l'accent sur le corps. On a une érotisation importante des corps, et notamment des corps féminins. Et on se situe, à travers ce regard masculin, davantage du côté de l'objet que du sujet. Alors, la façon dont Julia Roberts est filmée dans ce film s'inscrit, à mon avis, dans cette perspective du regard masculin. Et en même temps, elle a un tel pouvoir d'agir dans le film qu'elle retourne aussi ce male gaze. Et donc, j'avais envie d'évoquer ces petites grilles d'analyse, ces petits outils d'analyse féministe, pour que vous puissiez vous faire cet outil, votre avis, vous puissiez vous faire votre avis avec ces outils, à l'issue de la projection de ce film. Je remercie très chaleureusement nos 3 intervenantes et je vous souhaite une excellente projection. Je précise tout à fait que Pascal Derme est venu avec quelques exemplaires de Sœurs en écologie, et je ne saurais que vous recommander très chaleureusement les éditions Cambourakis, qui sont des éditions très engagées, qui ont publié notamment un certain nombre de textes féministes qui n'étaient pas publiés en France, et notamment aussi ce recueil. Donc il n'y a pas de livre ce soir des éditions, mais vous pouvez les trouver dans toute bonne librairie qui se respecte. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt à la Cité des Sciences.